Bienvenue dans Face à Face, notre invité du jour, Nicolas Raymond. Bienvenue dans nos studios. Merci et bonjour. Nous n'avons pas baissé la température de ces derniers pour vous mettre à l'aise. J'espère que ça va. Vous qui avez expérimenté des moins 30 degrés. Alors, il n'y a pas de souci. C'est presque le printemps ici. J'imagine. Ouais. Vous êtes natif de la vallée de Joux. Vous avez 57 ans et vous êtes tombé amoureux de l'Alaska voici 35 ans. Exactement, ça fait une paye déjà. Ça fait une paye. Et oui, ouais. Et vous y retournez tous les 6 mois depuis 10 ans maintenant. Voilà. Ouais. Ni Indiana Jones, ni Vaudois, c'est ainsi que vous décrit par la négative Jean-Philippe Rapp. Alors vous, comment vous vous décririez par la positive? Par la positive, pardon. Alors, j'ai toujours eu cette passion d'Alaska depuis longtemps. Il y a eu plein de choses dans ma vie qui ont, par moments, m'empêché d'aller là-bas. Maintenant, mes enfants sont grands. Il y a une dizaine d'années, j'ai pu acquérir un terrain là-bas. Donc, vivre plein tube ma passion là-bas, 6 mois par année. Donc, je ne me décris pas comme un aventurier. Oui, un passionné, peut-être. C'est un petit peu l'aventure qui me tire en avant. C'est l'aventure qui me tire en avant là-bas, mais pas l'extrême, pas du tout. C'est pas du tout de l'extrême. Il y a des situations qui nous mettent dans l'extrême là-bas parce que le climat est très rude, on est quand même dans une forêt très sauvage, il y a la rencontre avec les ours, c'est toutes ces petites aventures qui font que c'est hyper agréable d'habiter là-bas, pour moi, hein. Mais c'est pas de l'extrême. Ce n'est pas de l'extrême. Non, c'est du plaisir. C'est du plaisir. En tout cas, le mot qui revient souvent, c'est passion. Vous êtes un passionné. Voilà, en tout cas, ça, exactement. Ouais. Jean-Philippe Rapp et Mathieu Wenger, respectivement journalistes et réalisateurs, sont partis à votre rencontre en Alaska, tournés en documentaire pour comprendre votre démarche et ses voyages, ses allers-retours. Des images à couper le souffle, une démarche intimiste retrace vos pas jusqu'au bord de l'Indian Lake, où vous avez créé votre petit paradis en rondins. Voilà. On va regarder un petit extrait. Il y a déjà des ours qui ont approché ta maison. Oui, alors il y avait un ours ici, un ours noir qui est monté. Comme ça, en travers, comme un grimpeur, il se tenait avec une griffe là-bas en haut, et puis il tapait sur la fenêtre. Mais comme il est en travers, ben, disons, ses griffes zippaient contre la fenêtre. Il n'a pas réussi à péter la fenêtre, heureusement. Mais moi, j'étais à 30 cm de lui, en train de le filmer derrière la vitre. Puis j'essayais quand même, au bout d'un moment, de l'éloigner, très rapidement, en fait, 2-3 secondes. Puis après, je commençais à dire « Ouais, wow !» Il ne bougeait pas. J'ai ouvert la porte, je suis sorti, il est parti au courant, puis voilà, puis c'était réglé. Mais si j'étais pas là, il pétait tout. Puis une fois qu'un ours rentre dans une cabane, c'est le foutoir, hein? Donc ils vont tout démonter, tout démonter. Ils sont chez eux, hein? Alors attention, j'ai rien contre les ours. Ici qui viennent, c'est super, j'aime beaucoup, ils sont chez eux. C'est moi qui ai mis la cabane chez eux, dans leur chemin en plus. C'est du voisinage que j'adore, parce qu'ils viennent de mon jardin, ils passent là, des fois ils s'arrêtent ici, ils passent là tout près, c'est génial, moi j'aime bien. Il ne faut juste pas qu'ils stoppent, qu'ils stagnent. S'ils stagnent, je suis obligé de le pousser. J'en ai eu un derrière qui est resté quand même plus d'1 heure, couché, à gratter. C'est pas tant bon, il ne faut pas qu'ils s'installent, il faut les faire cuire quand même. Bouh! Allez! Non! Allez! Nicolas Raymond, comment ça s'est passé pour intégrer vos 2 invités suisses dans ce coin de la planète? Alors, très facilement, parce qu'en fait, je vis de longues périodes tout seul là-bas. En l'occurrence, quand ils sont venus, donc c'était il y a 2 ans et demi, ça faisait 4 mois que j'étais seul là-bas. Ah oui, complètement seul. Voilà.
Pour des raisons simples, parce que voilà, ma compagne n'avait pas pu venir dans cette période-là, mes enfants non plus, des amis, j'avais pas trop pris de personnes qui venaient me trouver parce que j'avais beaucoup de travail. Donc, je devais continuer des cabanes, etc. J'avais beaucoup de travail, donc je me suis retrouvé seul pendant 4 mois. Et au bout de 4 mois, voilà, débarquent Jean-Philippe et Mathieu Wenger. Donc, ça s'est passé super. Moi, j'étais hyper content de pouvoir recauser avec quelqu'un. En plus, c'est des gens assez extraordinaires. Vous avez redécouvert le son de votre voix, du coup. Oui, tout à fait. Je leur ai cassé les pieds, je pense, parce que quand on est pas muet, mais à peu près muet pendant 4 mois, ça y va. Mais ça s'est très bien passé. On a fait... Enfin, ils ont fait un tournage d'1 semaine là-bas. On a été se promener, on a fait plein de choses sympas. Donc, c'était que du bonheur. Petit programme pique-nique voilà. Dans les Vernes. Voilà, aussi. Jean-Philippe est quand même maintenant un homme d'un certain âge, donc j'ai trouvé juste génial qu'ils viennent jusque là-bas, monter à la cabane, tout, pour faire une interview. Donc, déjà rien que ça. Alors, on avait 3 générations. Il y avait Jean-Philippe, il y avait moi au milieu, et puis il y avait le jeune, c'était Mathieu Wenger, donc voilà, le réalisateur. Comment est né de base ce projet? C'est eux qui sont venus vous trouver, ou est-ce que c'est le contraire? Non, alors c'est parti comme ça. C'est suite à une rencontre pour une autre petite émission de télévision locale de la Vallée de Joux. On a fait une émission, on s'est causé. Après l'émission, je leur ai expliqué que j'habitais 6 mois là-bas, que j'avais beaucoup filmé d'animaux, de toutes les étapes de construction de cabane, puis ça leur a fait tilt. Et puis, ils m'ont dit, ouais, mais alors, il faudrait que tu nous montres ces archives, et puis peut-être qu'on peut faire un film, etc. Puis, j'étais pas très chaud, parce que pour vivre heureux, vivons cachés, hein, y a pas de... C'est quand même un peu ça. Il n'y a pas de secret. Enfin, en l'occurrence, il y en a un, oui. Ouais, disons, c'est lui de la destination pas finale. Dans l'idée, disons, de présenter ma vie au grand public, pas du tout. Et puis ainsi de suite. Et puis, j'ai quand même... je suis un témoin là-bas, un témoin de la vie locale au niveau animalier, au niveau nature. Je vis seul des longues périodes, je vois tout ce qui se passe au niveau animaux dans ma région, au bord de mon lac. Enfin, c'est pas mon lac, mais autour du lac. Et puis, effectivement, je me rends compte qu'il y a quand même comment dire, un certain risque que ces régions-là soient contaminées par une drôle d'espèces humaines qui sont surmécanisées, qui arrivent et qui sèment pas mal le bordel. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de causer, de donner une voix à cette nature qui criera jamais si elle est maltraitée et tout. Voilà, personne sait, personne le dit. Personne ne le dit. D'ailleurs, le mot est lancé par Jean-Philippe Rapp dans le documentaire. Donneur d'alerte, c'est comme ça que vous voyez? Je suis un témoin, disons, un témoin privilégié. Et puis là, je me dois de dire quand même un petit peu ce qui se passe pour notre jeunesse future. Voilà, il y a des choses qui sont intolérables qui se passent. Alors, on en reviendra d'ailleurs sur ces choses justement que vous dénoncez. Vous avez élu domicile à 80 km du premier village, entre Anchorage et Fairbanks. Voilà. Donc, vous avez définitivement choisi la solitude. Le plus loin, le mieux? Alors, pas le plus loin, justement, parce qu'en famille, on a vécu beaucoup plus loin, 1 année complètement, avec mes 3 enfants en bas âge, mais à beaucoup plus de kilomètres de toute vie. Et c'est quand même assez compliqué. Donc là, je me suis dit, je vais... Oui, il faut juste savoir que votre famille vient vous rendre visite. Hein. Oui. Votre compagne, d'ailleurs, était là dans les toutes premières semaines. Voilà, donc on a commencé le projet donc avec Marie-Jo, mais on n'est plus ensemble, hein, donc c'était mon ex-compagne. Votre ex-compagne. Voilà, et on a commencé le projet ensemble il y a maintenant, ça fait 11 ans. Et puis après, la vie a suivi son cours, il y a une séparation, etc. Maintenant, je suis avec une autre compagne qui a fait la musique du film. C'est juste génial aussi de pouvoir participer un peu entre nous pour créer un film.
Et voilà. Super. Merci. Vous êtes un combier. Vous recherchiez au départ tout de même un terrain pour construire, dites-vous, 3 cabanes en rondins. Et ce qui est souligné, c'est que vous recherchiez un terrain en particulier au bord d'un lac. Ouais. Bon, alors on a envie de faire le lien entre l'Alaska et la vallée de Joux. Nicolas Raymond, un besoin de repères et de repères ailleurs. Alors, c'est vrai que c'est assez particulier parce que j'ai fait presque 10 ans de recherche là-bas en Alaska pour trouver un coin qui m'intéressait. Et puis, effectivement, un critère, c'était une rivière ou un lac parce que ça bouge, c'est vivant. Un lac, ça vit tous les jours, c'est tous les jours différent. Une rivière aussi. En l'occurrence, là, j'ai trouvé un terrain avec un lac. Et en dessus de ce lac, il y a, on peut dire, le Jura. Donc, c'est quand même un comble pour moi qui habite Oui, au bord c'est d'un un comble. lac à la vallée de Joux et C'est génial. au pied du Jura. J'ai le Jura derrière, le Montaindre et tout. Il n'y avait même pas besoin de changer l'adresse. Et Il fallait quand juste je- mettre Alaska. Tout simplement. Et alors, quand je me suis retrouvé là-bas, je me suis dit, ben, c'est là. Voilà, c'était une évidence. Parce que je retrouvais, disons, un petit peu de mes racines, mais avec personne. Personne. C'est pas que je suis contre le monde ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. Mais retrouver un lieu, peut-être comme la vallée de Joux était, il y a peut-être 1000 ans. Parce qu'il n'y avait personne. Et c'est juste, c'est assez grisant. Quand je monte derrière ma cabane, j'arrive, disons, sur un sommet qui est à peu près la hauteur du Montaindre, et je regarde à 360 degrés et il n'y a pas une lumière. Je ne vois pas une lumière humaine. Donc c'est... Ouais, ça donne le tournis, vraiment. Je pense que ça doit être une Ouais. sorte de vertige à quelque part, mais Ouais. positif, hein, Ah, j'imagine. hein, je veux positif. dire, Alors c'est- après, il faut aimer ça. Autrement, ça peut être très déprimant. J'imagine tout à fait. Ouais, ouais. Vous êtes fustier. Ouais. Votre passion, c'est le travail du bois. Vous avez décroché un brevet de guide Voilà. en 86. Oui, oui. En Alaska, on dirait que vous avez pu trouver l'équilibre parfait entre vos passions. Alors, effectivement, ça m'aide beaucoup au guide de montagne parce que là-bas, ben voilà, hein, c'est quand même des terrains sauvages et tout. Ouais, c'est des terrains quand même difficiles et tout, dangereux à quelque part, sans être hyper dangereux. C'est pas du tout de l'extrême, mais c'est quand même, voilà, il faut faire attention. Donc, le métier de guide aide aussi à s'intégrer dans ces milieux-là, vu qu'en montagne, c'est un peu ça. Hein, quand on est dans des milieux comme ça, il faut se démerder. Et puis, l'autre métier, c'est charpentier fustier. Donc, c'est la construction de chalets en rondins. J'ai fait ça toute ma vie, professionnelle, vu que je suis indépendant depuis maintenant 32 ans. Et j'ai toujours fait des chalets en rondins, des cabanes en rondins, des refuges, etc. Donc, les deux métiers sont juste parfaits pour aller là-bas. Pour faire quelque chose pour soi, ben, c'est parfait. Ouais, ouais. Vous parlez, ce qu'il y a dans le documentaire en particulier, vous vivez tout de même parmi les ours. C'est Oui. un des éléments extraordinaires Ouais. de la situation. Est-ce que vous avez eu le temps, avant de partir, de les étudier? Est-ce qu'on se prépare? On essaye d'avoir des connaissances au préalable ou finalement on s'adapte sur le moment? Ouais, alors on s'adapte tout à fait sur le moment parce que chaque rencontre avec un ours est différente. Vous n'allez pas tirer des... Il y a des lignes générales, des comportements généraux à faire avec l'ours, c'est-à-dire pas l'agresser, pas aller contre lui, faire attention. Ça, c'est général. Mais après, chaque situation est différente. Moi, en 10 ans sur place là-bas, j'ai eu 3 alertes rouges avec des ours. Sur 10 ans, c'est rien du tout. Rouge, quand vous dites rouge, rouge, voilà, tout de suite, on voit Eh bien, l'ours était très gentil. Parce qu'il aurait pu... Voilà. C'est des rencontres. Moi, j'ai mis les pieds où il fallait pas par hasard. J'attends une fois. D'ailleurs, c'est ce que vous soulignez. Hein, vous le dites bien. Ben voilà, il protège ses petits. Voilà, il protège exactement. son C'est territoire. ça. Ouais, les rencontres. Alors, une fois, c'est pour faire vite, c'est une mère et ses petits que j'ai débusqué, mais sans faire exprès. Et puis, on a été surpris les deux. Elle a été très sympa. Elle a pris ses petits. Elle a rôné. Elle s'est levée. Elle a rugi et tout. Puis, elle a pris ses petits. Elle s'est
elle a reculé. Moi, j'ai reculé, on s'est évité comme ça. Mais ça, c'est des rencontres dangereuses parce que c'était à 5-6 mètres, hein, donc c'est beaucoup trop près. Et puis l'autre fois, c'était un ours qui a été blessé. Donc un chasseur l'avait raté, mais il avait l'arrière-train tout pété. Et ça, c'est dangereux, évidemment. Alors le pauvre, il ne pouvait plus manger, il ne pouvait plus chasser tout. Et il est venu, donc il me venait contre. Moi, j'étais en canoë, heureusement, sur le lac, mais il venait dans le lac. Toute la nuit, il a rugi autour de la cabane et tout. Il était en train de mourir de faim. Donc ça, c'est des dangers. C'est pas de sa faute. Il était en état de survie. Mais si on rencontre un ours comme ça à ce moment-là, c'est dangereux. Autrement, j'ai rencontré des dizaines et des dizaines d'ours, mais c'est des animaux extraordinaires. Il y a beaucoup de respect. Ils sont pas fous. Ils nous voient, ils reculent. Si nous, on les a pas vus, puis c'est pas nous qu'on recule, ben c'est eux qui reculent. On sait vite, mais j'ai aussi passé des après-midi entiers aux myrtilles, à cueillir des myrtilles avec un ours à 20-30 mètres où on se regardait parmi. Et il y a une certaine cohabitation finalement voilà, qui ils est nous tolèrent. faisable. Soit ils nous tolèrent, soit ils nous tolèrent pas. Mais j'entends, s'ils nous tolèrent pas, c'est lui qui se barre, donc il va plus loin. Ou dans des très très rares cas, il peut nous agresser, mais c'est pas un danger, c'est un plaisir que de les voir, vraiment. Puis le moment où j'ai mis les pieds en Alaska, il y a plus de 30 ans en arrière, je me suis senti hyper bien, et puis j'ai jamais eu peur. Alors oui, il y a des moments de tension quand il y a un ours en chasse qui tourne autour de nous, ou ben oui, il y a des petits moments disons, d'adrénaline, mais c'est pas ce que je recherche, et c'est très rare. Il faut être à l'aise dans la forêt et tout ça, tout en sachant que on est dans un milieu hostile, quand même. La nature est hyper belle, mais si vous pétez une jambe à 10 km ah oui, de la cabane, il n'y aura pas la réga qui va, voilà, qui va se vous précipiter. Vous êtes mort, ni ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ben oui. Malgré que vous ayez la carte. Seul, hein, quand on est seul, sans téléphone, sans rien. Ouais. Voilà. C'est une vie solitaire, mais je ne vois pas passer le temps, dites-vous, dans le film. On a de la peine à s'imaginer, hein, depuis notre canton de Vaud, on a de peine à s'imaginer une journée de boulot, les 3-8 en Alaska. Est-ce qu'on se fait une petite routine? Ouais, alors ça c'est sûr qu'on se fait... Bon, les 3 premières années, c'était vraiment boulot, hein, parce qu'il faut avancer, faire ses cabanes, tout ça. Il ne faut pas que ça traîne trop quand même. Donc c'est vraiment travail. Puis après, ça se détend, donc beaucoup plus de tournées à ski, de tournées jeto de marche, de photos, de films et tout ça. Donc la journée type, il n'y en a pas, hein, c'est page blanche tous les matins. Donc voilà, on se lève déjà quand on n'a plus sommeil parce qu'on a un rythme biologique qui se met en route. Moi, le soir, j'arrive pas à me coucher avant 2-3 heures du matin parce que les lumières sont tellement extraordinaires, les lumières du soir, été, hiver, c'est là où c'est beau pour faire de la photo. Mais ça doit être extraordinaire, un ciel complètement, des cieux complètement différents. Voilà, des lueurs, c'est un crépuscule qui dure, avec des couleurs extraordinaires. Après, il y a les aurores boréales l'hiver. Donc voilà, on se décale. Moi, on s'en fout là. Moi, je m'en fous là-bas. Je peux me coucher à 3 heures du matin et puis dormir jusqu'à midi. Avec extrêmement peu, on peut vivre bien. Dites-vous en parlant de ce que vous nommez votre palace, hein, donc votre tente. Ouais. Est-ce que c'est une façon de se rassurer par rapport à une société qui nous donne l'impression qu'il n'y a jamais assez? Oui, alors c'est une constatation. Bon, nous, à la Vallée de Joux, dans ma famille avant, on n'a pas... Disons, on n'a jamais vécu un standard de vie très élevé. Donc, et puis, on était beaucoup dans la nature, donc on était encore beaucoup connectés à ça. Donc, ça n'a pas été un choc là-bas de me retrouver sous tente pendant 3 mois en plein hiver. Ça a été que du plaisir parce qu'en fait, il y a un fourneau dans la tente. Oui, en fait, vous êtes extrêmement bien installé. Voilà, ici, on fait tout son staff pour que la vie soit le plus agréable possible. Parce que quand on travaille 15-16 heures par jour à moins 20, moins 30, quand on arrive dedans la tente, il faut qu'il fasse chaud, il faut qu'on puisse se laver, qu'on puisse bien dormir, etc. Autrement, on ne tient pas le coup. Donc, même sous tente, on peut avoir un certain confort et puis vivre sous tente en Alaska quand on a une meute de loups
Donc ça, c'était la première année avec Marie-Jo. On a eu une meute de loups qui nous a tourné autour la nuit. On avait 2 chiens avec nous, qui dormaient dans la tente aussi avec nous. C'était nous, voilà. Et ben, ils ont juste levé la tête, ils ont grogné, juste... Et c'est tout. Ils ont bien senti que dehors, il y avait bien plus fort qu'eux. Et les 3 loups ont tourné autour de la tente, puis sont partis tranquillement. Donc rien que ça, on se dit, on a 1 millimètre de toile, de toile, on n'a pas grand-chose qui nous et protège. Et puis on est en contact, on entend ça, mais c'est juste... Mais ça doit être extraordinaire. Ah, c'est extraordinaire, ouais. Alors, on va dire, ça, c'est la première source d'énergie que j'ai eue, c'est l'éolienne. Et bon, c'est assez difficile à l'installer ici, mais c'était assez passionnant techniquement parce qu'il a fallu étayer le tronc parce que c'est un arbre coupé. Après, il y a un tube métallique qu'il fallait répondre. Et puis, il monte encore 6 mètres plus haut que moi où je suis, donc il faut que je puisse le descendre pour vérifier l'éolienne. Alors, c'est un système de winch en fait. C'est assez simple, mais ça fonctionne. C'est mon exercice de grimpe. On est quand même content de te voir en bas. Mais là, Nicolas, on voit quand même que dans tout cet appareillage, toutes ces idées, il y a une part de risque qui est important. Ouais, alors c'est ici, disons, j'ai le temps de faire attention, de ne pas bosser sous stress au camp. Il n'y a rien qui urge si je mets 2 mois à la montée, voilà. Donc je fais bien gaffe, je monte 10 fois, essayer, parce qu'il faut monter avec la tronçonneuse, couper l'arbre à quand même 10 mètres de haut. Il faut qu'il y ait une certaine tension qui tombe au bon endroit. Moi, je suis sur l'arbre vaguement guillé. C'est délicat, donc tu prends vraiment... Tu fais attention, c'est tout. J'ai moins d'accidents ici qu'en Suisse. Ou disons, des fois, on bosse un peu sous stress. Les seuls pépins que j'ai eus, que je tombe dans la rivière en snow machine, je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas pris le temps. J'ai vite voulu faire... Voilà, puis ça arrive Donc, une des leçons d'un homme seul dans l'Alaska, c'est de bien réfléchir à ce qui entreprend. Bien anticiper. Tu t'es fait quelquefois des frayeurs, quand même. Par manque d'anticipation. Et puis ça, il faut faire gaffe. Parce que ça, tu as vite compris. Une ou 2 alertes, puis après, tu fais gaffe. Tu es content d'en sortir. Puis là, c'est les panneaux solaires. Alors, il y a 4 panneaux de récupération d'un voisin qui habite à 8 km, puis il les foutait loin. Et puis ça suffit juste pour moi, parce que j'ai une ampoule solaire dans chaque cabane, même pas dans l'autre en haut. Et puis c'est pour charger mes batteries de caméra, la musique, les piles, voilà. Niveau technique, vous avez fait preuve d'une belle créativité, vous avez dû pallier au manque d'infrastructures. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grue que vous avez mise en place qui permet de soulever jusqu'à 1 tonne, une scie mobile. Vous êtes découvert un esprit inventif là-bas. Oui, alors c'est système D, c'est ça qui est bien. Système D. C'est qu'il faut tout inventer parce que là-bas, il n'y a strictement rien. La ville, elle a 250 km. Donc, vous montez il y a un train par semaine en hiver. Donc, la ville est à 250 km, vous oubliez quelque chose, vous l'oubliez, vous n'allez pas le rechercher. Donc, vous débrouillez pour, disons, compenser. Voilà. Donc, c'est système D tout le temps. Et puis, la grue, moi, j'ai le dos, comme charpentier, j'ai une hernie discale, j'ai le dos à moitié foutu. Il fallait bien que je trouve une combine pour lever mes troncs, pour faire ma cabane. Nicolas Raymond, en 30 ans, vous qui êtes un témoin privilégié de cette nature, est-ce que l'Alaska a changé? Oui, alors la première fois, c'était il y a 35 ans quand j'étais la première fois. Il y a beaucoup de changements, mais ça, c'est dû à la technologie. Une motoneige, si je prends l'exemple de la motoneige, c'est typique. La motoneige, c'était un petit véhicule qui se déplaçait dans la neige pour autant qu'on ait fait une trace, des fois même à ski avant pour pouvoir passer sur la neige. Maintenant, c'est des engins hyper puissants. Très puissants. Vous dites d'ailleurs, là-bas, c'est le Far West. Ouais, c'est des véhicules hyper puissants. Il y a des quads à 12 roues qui traversent les lacs, qui vont n'importe où dans la forêt et tout. J'entends au niveau technologie. Donc, évidemment que ça, c'est qui a inventé ça, c'est beaucoup pour pénétrer le plus loin possible dans les territoires vierges sans faire d'efforts. Et sans faire d'efforts autres que de mettre 2 fusils
un à gauche, un à droite, de se déplacer le plus vite possible. Et chaque fois qu'on voit un animal là, eh bien, on le tire. Donc, c'est ça le gros changement actuel, c'est que la technologie va très vite et perturbe énormément la nature qui reste exactement comme il y a 1000 ans, 10 000 ans, etc. Donc il y a un déséquilibre. Moi, j'aimerais que mes enfants, les enfants de mes enfants, puissent aller, comme moi je peux aller dans des régions, voir encore des animaux sauvages dans leur milieu, qu'ils existent encore. Mais vous savez, ça va très vite. C'est des territoires énormes, mais qui sont très, très fragiles. Et très vite, on peut déstabiliser tout ça. Donc, voilà, le but du film, c'est quand même de dire, attention, on va trop loin là, à cause de la technologie. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup à vous. Et puis, bon voyage si vous allez une fois au nord. Vous verrez, Ah bah, très volontiers, je viendrai bien volontiers vous rendre visite. Merci.